Bonsoir à tous, c'est l'info du vrai sur Canal+. Nous sommes ravis de vous retrouver pour 2 heures d'actualité. Ce soir, manif, l'échec de la CGT. La partie n'est pas jouée, mais Philippe Martinez ne peut pas se contenter de la mobilisation de cette première journée de protestation du quinquennat Macron. La centrale syndicale annonce 100 000 participants dans toute la France. Nous allons remonter le fil de cette journée et en tirer les premiers enseignements, car elle conditionne forcément les rapports de force sociaux dans le pays pour les mois à venir. Une chose est sûre, ce sont les cheminots qui vont attendre le président Macron et son gouvernement sur le quai de la gare pour leur régime de retraite. L'analyse et les commentaires de nos experts, David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche, Irène Inchospé, L'Opinion et Guylaine Ottenemer pour Challenge. Rendez-vous dans une dizaine de minutes dès la fin du journal. Dans 20 heures, l'événement, après Irma, Macron. Toute l'opposition s'est liguée contre le président de la République pour condamner la gestion du passage d'un ouragan. C'est objectivement ridicule. En tout cas, le procès est au minimum excessif, voire injuste. Le chef de l'État vient d'arriver sur place et nous suivrons là aussi une première journée d'épreuve auprès des Français des Antilles. Mais comme d'habitude, il reste le roi de la com. Enfin, à 19h30, avant nos guignols et Camille, pour la météo, notre rencontre avec l'équipe du film Nos années folles, ou comment un homme s'est transformé en femme pour échapper à la guerre de 14-18. Nous serons avec Pierre Deladonchamp et Céline Salette, acteurs principaux du film d'André Téchiné. Alex Lutz vient lui aussi nous faire part de son expérience. Il est tous les soirs Catherine sur Canal+, et sa rentrée est riche en événements. Mais tout de suite, l'actualité, Alice Darfeuille. Bonsoir à tous. C'est une première qui s'annonce réussie. La satisfaction de Philippe Martinez à l'issue de la première manifestation de la rentrée contre la loi travail. Premier bras de fer avec le gouvernement. Aux côtés de la CGT, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de plusieurs villes de France. Et une fois de plus, les organisateurs et la préfecture ne sont pas d'accord sur l'ampleur de la mobilisation. À Paris, notamment, la CGT parle de 60 000 manifestants. La police, 3 fois moins. Julien Garel. Des centaines de pancartes, de slogans, mais une seule et même cible, Emmanuel Macron. Partout en France, première journée de mobilisation générale contre sa réforme du Code du travail. Dans les rues de la capitale, plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel lancé par la CGT. Nous, on a eu la phase de concertation, on a participé à cette réunion avec le gouvernement. Mais quand le gouvernement et le président de la République ne veulent pas entendre, il n'y a pas d'autre solution d'impliquer les salariés, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Parmi les manifestants, plusieurs personnalités politiques, notamment Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, venu avec un message très clair pour le président de la République. Je lui dis, il faut entendre ce qui est en train de se passer. Le pays ne veut pas de ces ordonnances. Ce n'est pas parce que nous allons accroître les pouvoirs de licenciés, donner des nouveaux moyens de précariser l'emploi qu'on va faire reculer le chômage. C'est l'inverse, tout le monde le sait. Du côté de la Canebière, Jean-Luc Mélenchon a presque volé la vedette au syndicat. Lui qui appelle à manifester la semaine prochaine a choisi de se montrer à l'offensive dès aujourd'hui. Que M. Macron dise qu'il ne va pas céder, ce n'est pas une surprise. Ce qui va être la surprise, c'est qu'il va finir par céder. Parce que ce pays ne veut pas du monde libéral où tout le monde est en guerre contre tout le monde et n'a aucun droit. À Bordeaux, un important cortège de forces ouvrières ouvrait la marche, même si le syndicat n'a pas appelé à manifester. Symbole d'une opposition en ordre dispersé, mais prête à faire entendre sa voix aussi longtemps que nécessaire. Et on vient de l'apprendre, Yves, la CGT parle maintenant de 400 000 personnes mobilisées à l'échelle nationale. On attend encore les chiffres de la préfecture. Et on va avoir le droit, bien entendu, à une guerre des chiffres. Loin de cette foule et ses slogans, Emmanuel Macron est lui au chevet des victimes d'Irma à Saint-Martin. Selon un tout dernier bilan qui a été donné par le président, l'ouragan a tué 11 personnes et fait plusieurs disparus dans les Antilles françaises. Le retour à la vie normale est la priorité absolue, c'est ce qu'il a déclaré, mais pas sûr que cela soit suffisant pour calmer l'exaspération des sinistrés. Louise Malnois. La tempête n'est pas terminée pour le président. Avant même d'atterrir en Guadeloupe, il fait le point sur les moyens mobilisés et les priorités d'action. Alors on n'en fera pas de l'eau potable, on en fera de l'eau d'hygiène. Le plein régime, on n'a pas à prendre. Rétablir le réseau d'eau potable, l'électricité et la couverture téléphonique font partie des urgences. Cible de la colère des sinistrés et de ses adversaires politiques, Emmanuel Macron tente d'étouffer toute polémique. Compte tenu des contraintes et des incertitudes à la fois météorologiques et géographiques, il n'était pas possible d'avoir une anticipation supérieure à celle-là, compte tenu même du caractère inédit de cet événement. Priorité pour le président, à l'action. Il a appelé à la dignité et l'union nationale.
Emmanuel Macron s'est dit prêt à répondre de l'action du gouvernement devant le Parlement. Direction ensuite Saint-Martin. Survol d'une île fantôme, détruite à 95%, avant d'aller au chevet de ses habitants. Dans l'actualité de ce mardi 12 septembre, il y a aussi un message. Parents, attention aux phrases blessantes que vous adressez à vos enfants. Ce message est au cœur d'une toute nouvelle campagne de sensibilisation. La fin d'un faux suspense. Demain, on connaîtra l'organisateur des JO de 2024. Mais d'abord, la PMA pour toutes, une réalité en 2018. Le candidat Macron s'y était dit favorable. La procréation médicalement assistée sera prochainement ouverte à toutes les femmes, y compris les couples de lesbiennes. C'est la secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme qui l'a annoncé ce matin. Comme l'ensemble des engagements de campagne du président de la République, il sera tenu. C'est aussi une question de justice sociale pour permettre aux femmes qui sont lesbiennes ou célibataires de pouvoir avoir un accès à la PMA comme les femmes hétérosexuelles en couple. La fin d'une discrimination pour Marlène Schiappa. Jusqu'ici, la PMA était réservée aux couples hétérosexuels, confrontés à des problèmes de fertilité. Mais les célibataires ou couples de femmes déterminés traversent aujourd'hui les frontières pour recourir à la PMA en Espagne ou en Belgique. En juin dernier, le Conseil consultatif national d'éthique avait rendu un avis favorable à l'ouverture de la PMA pour les femmes, célibataires ou en couple homosexuel. Une mesure qui sera présentée dans le cadre de la révision de la loi bioéthique en 2018. L'argent qui dort rapportera bientôt un peu moins. Dans un entretien accordé aux Échos, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé le changement d'imposition du plan épargne-logement. Aujourd'hui, les intérêts du PEL sont taxés à hauteur de 15,5% à partir de 12 ans d'ancienneté. Un taux qui passe à 30%, appliqué dès la première année pour les plans ouverts à compter du 1er janvier prochain. Traduction, pour 1 000 € placés sur un PEL aujourd'hui, les intérêts versés sont de 8,45 €. À compter de 2018, ils rapporteront 1,45 € de moins. Même refrain pour l'assurance vie. Un prélèvement forfaitaire de 30% sera également appliqué dès 150 000 € épargnés pour la même personne. Des mesures présentées dans le projet de loi de finances 2018. Le but, que les Français, champions de l'épargne, deviennent champions de l'investissement. Si j'avais su, j'aurais pas fait d'enfant. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils comme toi? Les mots, comme les armes, peuvent blesser. Dans ces vidéos, des hommes et des femmes devenus adultes ressassent ces paroles blessantes entendues dans leur enfance par des parents qui n'ont souvent pas conscience des ravages que ces petites phrases peuvent engendrer. Tu fais des gros bras. C'est des blessures narcissiques, donc ça baisse l'estime de lui-même, ça le met en insécurité et ça peut générer du stress et des difficultés dans la vie de tous les jours. Et demain, ça sera un adulte qui sera plus insécure, plus stressé et parfois anxio-dépressif. Toutes les études récentes menées sur les jeunes enfants le montrent. Crier, injurier, humilier, se moquer sont autant de comportements qui risquent d'affecter le développement de l'enfant. Afin de valoriser une éducation bienveillante, cette campagne de sensibilisation sera diffusée à partir de vendredi gratuitement sur les télévisions et les réseaux sociaux. T'es une moins que rien! C'est un faux suspense qui prendra fin demain à Lima. Le Comité international olympique va officialiser l'attribution des Jeux d'été 2024 à la ville de Paris. Los Angeles, sa dernière concurrente, héritera de l'édition suivante en 2028. Une double attribution dont le principe avait déjà été adopté dès le mois de juillet et qui semble faire les affaires de tout le monde, notamment dans le camp parisien. Nous voulons remercier le CIO d'avoir fait ce choix inédit et vraiment gagnant-gagnant. À nous de continuer à prouver que Paris est le partenaire idéal pour offrir des Jeux inoubliables en 2024. Depuis ce week-end, une délégation française composée de plusieurs athlètes et de la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est envolée pour Lima. Au programme, avant de crier victoire, un moment de jeu et de partage avec des enfants défavorisés dans cette favela de la capitale. Même les petits péruviens ont adopté le projet parisien et ses couleurs. L'officialisation du CIO aura lieu un peu après 20 h demain soir.
La CGT a-t-elle échoué après cette première journée de mobilisation contre la loi travail? 60 000 manifestants annoncés à Paris, selon la centrale de Philippe Martinez. 24 000, nous dit la préfecture. C'est bien bas et on en débat avec nos invités dans un instant. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Au cœur de l'info du vrai, manif, l'échec de la CGT. C'est le titre de notre débat. On ne peut pas dire que la mobilisation contre la loi travail ait passionné les foules. Elle nous donne en revanche une première photo des rapports de force sociaux du quinquennat, la fermeté du président Macron, l'opposition annoncée de la CGT, des Insoumis et du PC, la concurrence entre les trois grandes centrales syndicales. Tout cela est au menu de cette émission. Nos invités, David Revaud-Dallon, éditorialiste politique au Journal du Dimanche, Irène Inchospé, journaliste au quotidien L'Opinion, vous y suivez l'économie et le social. Et je cite l'édito du matin, une conjoncture astrale inédite. Enfin, Guylaine Otelemer, rédactrice en chef au magazine Challenge. Votre dernier éditorial est intitulé « Réel » sur les ordonnances qui prennent enfin en compte la réalité économique du pays, selon vous. Alors, on est en train d'assister à une sorte de multiplication des pains, vous savez, de Philippe Martinez. Ils annonçaient 60 000 manifestants à Paris dans le milieu de l'après-midi et ne contestaient pas ce chiffre. Après, ils ont annoncé 100 000 pour toute la journée et dans toute la France. Et là, on est passé à 400 000. Est-ce que ça traduit, d'après vous, un moment de panique, ou en tout cas un moment où il faut faire monter la pression et la sauce? Très clairement, cette inflation qui est traditionnelle, il faut le rappeler, il y a toujours cette guerre des chiffres, police-syndicats. Mais là, la CGT se fait elle-même sa guerre des chiffres dans la même journée. C'est ça qui est extraordinaire. Effectivement, ça montre qu'il y a sans doute un peu de fébrilité sur le comptage exact, puisque aujourd'hui, 60 000, c'était le premier chiffre annoncé pour Paris. C'est moins que la première mobilisation pendant la première loi travail, enfin, la loi El Khomri, pardon, qui avait, je crois, de mémoire rassemblé 100 000 personnes. Donc ça veut bien dire qu'on est à peu près sur une mobilisation qui est moitié moins importante qu'il y a un an, alors que le texte, mais on va en parler, est quand même sur les mêmes items, les mêmes thématiques, même si la loi El Khomri n'allait pas aussi loin. Ça veut bien dire qu'il y a un amoindrissement de la capacité de mobilisation de la CGT. Irène Inchospé, vous êtes une habituée de tout ça, alors qu'est-ce qui se passe ce soir? Il y a un petit moment de panique ou de flottement, selon vous? Oui, il y a un moment de flottement. Ceci dit, c'était quand même assez attendu, y compris de la CGT, qui ne manifestait quand même cette fois qu'avec Sud et l'UNEF, donc c'était assez restreint. En plus, on sait que septembre, en particulier pour les jeunes, c'est pas tellement un bon moment pour se mobiliser. Il y a la rentrée universitaire n'a pas encore eu lieu. Et puis, il faut dire que Emmanuel Macron avait suivi la méthode parfaite. Il en avait parlé avant. Il le fait, donc tout ça a été assez attendu. Maintenant, c'est sûr que c'est pas du tout un succès pour la CGT. C'est pas nul non plus. D'accord. Je trouve que c'est pas tout à fait négligeable, parce qu'on a quand même vu des manifestations partout en France. Alors vous parliez de la loi El Khomri, c'est vrai. Rappelez-vous le CPE, ça avait commencé tout doucement. Et puis après, les jeunes s'y sont mis. Et ce qui m'a marqué quand même, c'est que dans ces manifestations, il y avait pas mal de jeunes. Donc ça, on sait que c'est le grand péril pour les gouvernements. Ils ne se sont pas encore trop mobilisés parce que la rentrée universitaire n'a pas eu lieu, mais à la prochaine manifestation, la rentrée universitaire aura eu lieu. Donc je ne dis pas du tout que c'est un échec pour la CGT pour l'instant, mais ce n'est pas tout à fait nul quand même. Je ne veux pas alimenter la guerre des chiffres, mais s'il reconnaît 60 000 à Paris, que la préfecture nous dit 24 000 et qu'on a la courtoisie de couper en deux et de dire que ça fait à peu près 30 000, on ne peut quand même pas dire que ça soit un succès. C'est quand même la grande rentrée sociale. Enfin, il y a un problème de mobilisation. Oui, bien sûr, il y a un problème de mobilisation, mais moi, je ne trouve pas que ça soit quand même totalement négligeable. Guylaine Otelemer, le gouvernement peut se frotter les mains ce soir? Oui, c'était un peu un tour de chauffe, cette manifestation. Je pense que peu de gens à la CGT croient aujourd'hui qu'ils vont faire reculer Emmanuel Macron sur la loi travail. C'est inscrit dans les esprits depuis tellement longtemps... Et puis c'est quand même beaucoup pour le privé. Et les gros des troupes de la CGT sont quand même plutôt dans le public et de FO qui ont manifesté. C'est un tour de chauffe et ce qui monte, c'est la grogne des fonctionnaires. Ils sont en train de un peu montrer les dents en disant le délai de carence, le point d'indice, les retraites. Faudrait pas trop en faire et ils sont en train d'un petit peu montrer leurs muscles. Voilà ce que j'en veux dire. Alors ils ont monté des petits muscles pour le moment. Et comme le disait Irène Inchospé, on ne sait pas s'il n'y aura pas un jour un grain de sable qu'il faut qu'à cause de la sélection à l'université, un certain nombre d'étudiants se fédèrent. Mais moi, je trouve que ces images qu'on voit, elles font vieux.
On a l'impression que c'est les vieux jeux de rôle. On ne sait pas ce qu'ils proposent. Voilà, voilà, c'est non, non, non. Et à un moment, mais ils disent non à ce qu'ils appellent, eux, la casse sociale et la casse du droit du travail en France. Mais la casse sociale, ça fait très longtemps qu'elle est, la casse sociale. Regardez les retraites, combien les gens du prix, ils ont combien de pourcents de retraite quand leur dernier salaire, c'est 40% du dernier salaire. Elle est déjà là, la casse sociale. Le chômage, il est déjà là, la casse sociale. Parce que le pays ne fonctionne mal. Qui croit encore que c'est en défilant comme ça contre des lois qui ont fonctionné dans les autres pays qu'on va réparer la France? Voilà, je trouve que ça fait très vieille politique, on défile et on dit non, non à tout. Et les propositions, quand on regarde les propositions de Mélenchon, franchement, qui croit que c'est ça qui va redresser le pays? Premier reportage de l'émission. Macron, les fainéants sont dans la rue. Il n'y a pas coupé. Le président de la République est évidemment en une des pancartes des défilés. La CGT avait annoncé 180 cortèges. Les insoumis de Jean-Luc Mélenchon étaient en place, mais en léger retrait. Ils ont souvent été applaudis. Sonia Sadone, Margot Bachelier, avec Cécile Bartoli. Dans chaque cortège, c'est le même slogan. Les manifestants reprennent opportunément les propos du président sur les fainéants. À Paris, 24 000 personnes sont dans la rue selon les forces de l'ordre, 60 000 selon la CGT à l'origine de la mobilisation. Des chiffres très décevants pour Philippe Martinez, qui préfère voir le verre à moitié plein. C'est une bonne journée de mobilisation pour une première. L'objectif, c'est de rassembler le maximum de monde, donc encore mieux que l'an passé. Maintenant, à nous de continuer à élargir la mobilisation, à convaincre les salariés, là où on est présent et là où on n'est pas présent. Dans plusieurs villes de province, les rassemblements commencent dès la mi-journée. Si à Bordeaux, la pluie douche les manifestants les plus virulents, ils sont entre 15 000 et 20 000 à défiler. C'est au moins aussi bien que lors de la dernière manifestation dans les rues bordelaises contre la loi El Khomri le 31 mars 2016. Tandis qu'à Caen ou à Rennes, des étudiants viennent garnir les cortèges, à Marseille, plusieurs milliers de personnes se rassemblent autour d'un homme. Le président a bien compris que c'était un bras de fer. Monsieur Macron sait que c'est un bras de fer, il l'a voulu. Alors maintenant, c'est à nous de relever le défi. Et c'est pourquoi il faut vraiment faire bloc autour des organisations syndicales, tous autant qu'on est, pour que le gouvernement recule. Parce que, je le dis, il peut et il doit reculer. Je ne dirais pas que c'est un test pour nous, c'est un test pour lui. Il faut bien comprendre, personne ici n'a demandé qu'on réforme le Code du travail. À part un petit groupe d'illuminés du MEDEF, personne ne l'a demandé. Jean-Luc Mélenchon refuse de voler la vedette aux manifestants. Son grand rendez-vous à lui, c'est le 23 septembre prochain, un rassemblement à l'initiative de la France insoumise. À Paris aussi, ses députés sont très acclamés, mais choisissent d'être à l'écart du défilé. Traditionnellement, une manifestation syndicale, en tout cas à Paris, les partis ne sont pas appelés à manifester, donc on fait des points fixes. Bon, ce qui n'empêche pas, je le rappelle, qu'il y a beaucoup d'insoumis qui sont syndiqués, donc ils vont être parmi leurs syndicats. Et ce qui ne nous empêche pas après de manifester en tant que tel, mais il n'y aura pas de cortège normalement insoumis. Pour Benoît Hamon, pas question de rester statique. Le leader du mouvement du 1er juillet marche aux avant-postes de la manifestation. Je serai dans toutes les mobilisations, quelle que soit leur forme, parce que je pense qu'il faut mettre les querelles de côté, toutes les chicayas et pas se poser de questions, se retrouver là où les hommes et les femmes défilent contre les ordonnances travail. Voilà. Le PS est lui en ordre dispersé. Le parti n'a officiellement pas appelé à défiler, mais respecte la volonté de certains de ses cadres de prendre part au cortège. C'est important d'être là, parce que c'est pas simplement à l'Assemblée qu'on s'oppose aux ordonnances Macron-Pénicaud, c'est ici avec les salariés. Et c'est une première étape. Il y aura d'autres étapes le 21. Voilà, donc la consigne, c'est d'être présent. Macron, t'es foutu! Les feignants sont dans la rue! Aux côtés des quelques représentants politiques, ils sont des milliers de salariés, de retraités ou d'étudiants à faire part de leurs craintes face aux décisions du gouvernement d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il faut défendre le droit des travailleurs, le droit du travail, c'est important. C'est des générations qui l'ont fait. Faire voler tout en éclats par des ordonnances, c'est antidémocratique, c'est antiprogressiste. Et puis faire payer la CSG aux retraités alors qu'on réduit l'impôt sur le capital, il faut quand même le faire. Et je le dis, mon métier c'est juriste en droit du travail. Ça fait 10 jours que je les décrypte, ces ordonnances. Elles sont immondes. La CGT appelle à une autre mobilisation le 21 septembre prochain.
La veille de l'adoption au Conseil des ministres des ordonnances sur la loi travail. Le reportage m'amène une question. À Marseille, c'est la CGT qui anime tout ça ou c'est Mélenchon qui réunit du monde? En tout cas, c'est Mélenchon qui retire les lauriers, ou du moins qui tire les marrons du feu médiatique, puisqu'on a vu que lui, alors que vous avez remarqué qu'à Paris, et d'ailleurs c'est intéressant, on va en parler, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le gouvernement pense, ou du moins peut raisonnablement espérer passer cet automne dans un relatif calme politique, parce qu'il mise sur le fait que ces deux oppositions, l'opposition syndicale, celle de la CGT, et l'opposition politique, celle de Jean-Luc Mélenchon, ne vont jamais se rejoindre et se coaliser. Est-ce que c'est un pari un peu trop audacieux? On ne le sait pas, mais vraiment c'est ce qu'expliquent en ce moment les ministres et les conseillers au pouvoir. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'il peut y avoir réunion? Je pense que c'est extrêmement compliqué au vu de la façon dont les choses se sont déroulées depuis plusieurs mois et notamment depuis plusieurs semaines. On voit que c'est vendu par les syndicats comme le premier test de la capacité du gouvernement à tenir, mais surtout de leur propre capacité à mobiliser. Et on voit qu'il y a trop de rivalité, trop de concurrence. En gros, je schématise, mais entre M. Martinez et M. Mélenchon pour apparaître comme l'opposant numéro 1 à cette casse sociale, entre guillemets, puisque c'est ainsi qu'est présentée la loi travail. Je pense qu'il y a des logiques politiques qui empêchent un rassemblement et une coalition. Irénée Chospé, oui, la jonction entre les insoumis... La convergence des luttes. Voilà, exactement. Et la CGT pour attaquer le palais d'hiver? Non, jusqu'ici, ça paraît très compliqué. Ceci dit, si effectivement Martinez n'arrive pas à mobiliser plus qu'il l'a fait aujourd'hui, est-ce que quand même il joue un peu sa survie, Martinez, dans cette affaire? Là, la CGT, on l'a dit, est devenue le second syndicat dans le privé. Elle perd des poids. Est-ce qu'il lui-même n'avalera pas un peu son chapeau pour se rapprocher quand même de Mélenchon dans cette opposition? C'est possible parce qu'il serait dans une trop grande position de faiblesse. Parce que là, c'est Mélenchon, je pense, va mobiliser, il me semble, beaucoup plus, lui, le 23 que Martinez, même le 21. Donc je pense qu'il pourrait y avoir quand même de sa part, et pour une question de survie, un rapprochement stratégique, même à contre-cœur, de Jean-Luc Mélenchon, qui apparaît comme leader. Oui, je vous fais remarquer qu'on réentend aussi le Parti communiste. Donc, voilà, il y a Pierre Laurent. Pierre Laurent, il vient nous dire le pays ne veut pas de cette réforme. Oui, mais Pierre Laurent, il est embêtant parce qu'il ne s'entend absolument pas avec Jean-Luc Mélenchon. Il n'est absolument pas d'accord avec sa stratégie. L'autre lui a piqué tout le job, les militants, les voix, etc. Donc voilà, il n'en peut plus. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un moment, s'ils sont en ordre trop dispersés, c'est la crédibilité de la CGT et du PC qui va être... Mais pardonnez-moi, Pierre Laurent a peut-être justement un rôle à jouer parce qu'il peut peut-être faire l'arbitre entre la CGT et Jean-Luc Mélenchon. Beaucoup dépend de lui, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment il estime que le PC et la CGT sont trop faibles, en ordre dispersé, qu'il n'y a pas de poids et que ça peut être dangereux, etc. Et que finalement, il y a un moment, il faut quand même rassembler les deux à certaines conditions, il faut se mettre autour de la table, ou il considère que Mélenchon continue à être un danger et un homme sans foi ni loi à qui on ne peut pas confier les clés. Je vous vois sourire. Non, j'ai quand même assez peu d'espoir sur une convergence des luttes sociales, puisque on a vu que la semaine dernière, M. Mélenchon avait rencontré M. Martinez et que 48 heures plus tard, ce qu'il avait annoncé, ce n'est pas du tout la participation à la journée d'action de la France Insoumise le 23, mais au contraire un deuxième défilé de la CGT le 21. Donc ça commence à faire un petit peu beaucoup et je pense qu'en termes de mobilisation de masse, c'est même contre-productif parce que deux mobilisations à 48 heures d'intervalle, enfin, si celle d'aujourd'hui fait 60 000, donnons-nous rendez-vous dans 15 jours et nous compterons. Je crois que ce sera assez peu. Je crois que s'il est trop faible et que c'est une question de survie, il sera obligé de se rapprocher. Et puis ça dépend de l'ardeur de la base. C'est-à-dire à un moment... la base aussi peut pousser à l'union des forces si vraiment ils avaient un momentum pour eux. Ce que je ne crois pas pour le moment. Je ne sens pas une ferveur, une envie et un espoir de faire reculer le gouvernement sur cette loi travail. Mais bon, il y a plein d'autres choses qui arrivent, les retraites, la sélection à l'université, il y a plein d'autres dossiers. Et là, ils sont en train de mesurer leurs forces. Toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Chacun s'observe. C'est des rounds d'observation aussi, tout ça. Et si je vous dis, on a peut-être envie que ça se règle et qu'on n'entende plus parler de la loi travail, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a peut-être ça aussi dans l'esprit du pays, voire inclus des gens qui sont, eux, directement concernés? C'est possible, il y a des choses contradictoires dans l'opinion. Je me souviens très bien que lors de la loi El Khomri, les gens étaient plutôt opposés, sans forcément d'ailleurs avoir regardé dans le détail les mesures que contenait cette loi, étaient plutôt opposés au texte, mais étaient aussi opposés au blocage du pays, et notamment
dans le secteur des raffineries, puisque c'était celui qui avait été le plus touché par la CGT. Donc l'opinion peut être un peu contradictoire, voire schizophrénique. En revanche, ce qu'on peut dire sur la rapidité, parce que c'est vrai que c'est... Je ne crois pas que c'est un round d'observation, c'est le premier round de combat. Il va y en avoir d'autres beaucoup plus importants, vous avez raison, la formation professionnelle, l'apprentissage, les retraites. Mais le régime de retraite de la SNCF, j'ai envie de vous dire, c'est rendez-vous sur le quai de la gare entre la CGT et Emmanuel Macron. Mais là, sur ce dossier de la loi travail, on remarque, on va sans doute en reparler après, mais la méthode politique d'Emmanuel Macron, et notamment le fait d'avoir traité les syndicats, contrairement à ce qui avait été fait par le gouvernement précédent lors de la loi El Khomri, et puis surtout la méthode des ordonnances et la prise de vitesse, en réalité ce à quoi on assiste aujourd'hui dans ce relatif échec de la mobilisation, c'est surtout que le gouvernement a réussi à prendre de vitesse et l'opposition politique et surtout les syndicats. Et on voit qu'elle sera bientôt ratifiée par le Conseil des ministres, sans doute votée par le Parlement, ça va être compliqué. De notre côté, il me semble que pour Emmanuel Macron, c'est quand même bien qu'il y ait un peu de résistance, parce que sinon... Bah oui, parce que sinon on va dire, mais c'est pas une réforme, c'est une réformette. Attendez, si personne ne descend dans la rue, ce que je pense moi, hein, c'est ni une révolution, ni la casse du Code du travail. Hein, donc je pense que lui, de parler des fainéants, alors je sais que la pensée du président de la République c'est extrêmement complexe, donc je vais me hasarder, mais je pense prenez des risques parce que nous sommes très loin du niveau requis pour. Oui, je suis très loin du niveau requis. Néanmoins, ça m'étonnerait qu'il l'ait fait par hasard. Si vous voulez, les fainéants, et sans préciser qui, ils savaient très bien que c'était un peu agiter un chiffon rouge, et donc peut-être que ça mettrait... Moi, je pense qu'il lui faut un peu de mobilisation, notamment vis-à-vis d'Angela Merkel et de l'Europe. Vous voyez quand même... Vous vous rendez compte de ce que vous m'expliquez là, c'est que vous me dites... Alors, c'est au cœur de l'opinion aujourd'hui, puisqu'en fait, vous argumentez, et c'est très intéressant, qu'il sait très bien ce qu'il l'a fait et qu'il l'a fait exprès. Je parle du président Macron. Oui. Mais c'est quand même incroyable s'il ose agiter le chiffon rouge à ce point pour avoir un minimum, on va dire, d'opposition afin d'avoir l'air de faire une réforme. Et pour rentrer, comme dit Mélenchon, dans un bras de fer qui va gagner. Qu'il va gagner, Emmanuel Macron, parce qu'ils n'arriveront pas à le faire plier, il ne renoncera pas, donc il dira, voyez, la France n'est pas réformable, elle est transformable, et moi je le fais, et j'ai eu une opposition de la CGT et de la France Insoumise, et je l'ai cassée, parce que les ordonnances sont passées sans problème. Moi, je pense qu'il y a de ça. Mais la grosse différence avec la loi El Khomri, c'est que la loi El Khomri, les gens étaient contre, mais ils étaient contre le blocage. Là, ils sont pour la loi travail, mais ils sont aussi pour les manifestations. Bon, les Français sont... Ça dépend comment on pose la question, parce que la question c'est, est-ce que c'est justifié de manifester ? Bah oui, c'est justifié, ils sont pas contents, ils vont dans la rue. Bah oui, ils ont le droit, on est quand même Personne n'est contre le droit de manifestation. On est tous des démocrates, donc déjà c'est pas beaucoup, parce qu'on pourrait dire que 90% disent oui, bah ils ont le droit de dénoncer cette loi. Mais donc c'est compliqué, mais je pense que effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, les Français ont envie qu'on passe à autre chose, parce que ce qui commence à être intéressant, là on détricote des trucs qui bloquent le système. Et là on va construire des choses qui sont intéressantes. La formation professionnelle, moi je trouve ça passionnant. Je veux dire, l'orientation à l'université, 60% des gamins qui sortent de la licence avec aucune formation, alors qu'ils pourraient faire une formation informatique, codage, et ils auraient du boulot, ils s'éclateraient. Il y a un moment où on se dit, voilà, on va rentrer dans le futur. Là, on tourne un peu la page du passé, des vieux trucs qu'il faut mettre à la poubelle, il faut casser, et on va rentrer dans le futur. C'est ça qui est intéressant. Je vais faire du vieux journalisme, parce qu'on passe son temps en France à se battre sur des mots pendant des semaines, parfois en passant à côté de l'essentiel. Mais enfin, on a quand même eu une querelle autour de ce terme employé par le président de la République. Il n'est pas neutre. J'ai envie de vous dire que il est normal qu'on puisse être choqué. On n'est pas obligé de le prendre au pied de la lettre non plus. Voilà, vous aussi, vous faites partie de ceux qui pensent qu'il l'a employé à escient, très volontairement, et pour faire de la provocation. Alors, pour faire de la provocation, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il avait pour intention de mettre de l'huile sur le feu ou de radicaliser l'opposition. Il le dit dans des circonstances très particulières, à Athènes. Bien sûr, mais je pense que c'est tout à fait calculé. D'ailleurs, ce n'est que le énième ou le dernier en date d'une longue série. Est-ce que c'est de la provocation ? En tout cas, Emmanuel Macron cherche à s'habiller, à se parer des habits du réformateur en chef, droit dans ses bottes. Sans doute y a-t-il effectivement, comme vous le disiez, un message à l'intention des partenaires européens et bien sûr de l'Allemagne. C'est qu'en gros, lui va réformer et qu'il y aura divers types d'opposition. C'est fainéant, c'est cynique. Alors, dans l'explication qui a eu lieu dans les 48 heures, c'était intéressant de la part de l'Élysée. C'était les rois fainéants. D'abord, c'était effectivement les rois fainéants, c'est-à-dire les dirigeants politiques et qui n'ont jamais rien fait. Les prédécesseurs qui n'ont jamais rien fait. D'autres assumaient le fait que ce soit finalement les opposants. Et Emmanuel Macron a dit lui-même, tous ceux qui sont contre la loi, en réalité, peuvent être considérés comme cyniques à des titres divers extrêmes
est fainéant. Donc oui, et son porte-parole est revenu ce matin un tout petit peu sur la première version. Sur la première version. Donc ça veut voudrait jouer avec nous qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Voilà. Alors c'est vrai que ce faisant, Emmanuel Macron a donné aux opposants le bâton pour se faire battre, ou du moins pour se faire attaquer, mais c'est bien sûr totalement prémédité. On va revenir maintenant sur le contenu de ces fameuses ordonnances. 3 idées majeures, l'inversion de la hiérarchie des normes, le plafonnement des indemnités prud'homales et la réorganisation de la représentation du personnel. Tout cela présenté en Conseil des ministres dans 10 jours, le 22 septembre, Alix Van P. Les 5 ordonnances que nous venons de communiquer aux partenaires sociaux et qui sont désormais publiques se proposent de rattraper des années perdues. Des années de rendez-vous manqués, peut-être mal négociés, peut-être mal expliqués, peut-être mal compris, mais toujours repoussés ou affadis. Cette fois, pas question de repousser. Le 31 août dernier, le gouvernement dévoilait son projet de réforme du droit du travail. Depuis, le compte à rebours a commencé. Le projet de loi, c'est 160 pages, 5 nouvelles ordonnances et 36 mesures. Il devrait être adopté en Conseil des ministres le 22 septembre prochain. Une réforme ambitieuse selon la ministre du Travail, pour un but. Ce n'est pas simplement faire changer le Code du travail. Je crois que ce qui est en jeu, c'est changer l'état d'esprit du Code du travail. Et pour cela, plusieurs mesures phares, notamment la réorganisation des accords de branche et d'entreprise. Les accords d'entreprise devraient primer sur les accords de branche dans de nouveaux cas. Par exemple, concernant la prime d'ancienneté ou encore le 13e mois. Pour les syndicats, c'est une ligne rouge qui a été franchie. Autre changement profond, en cas de licenciement abusif, les indemnités seront plafonnées. Mauvaise nouvelle pour les employés, le dédommagement maximum, c'est 20 mois de salaire. Une somme réservée à ceux qui ont plus de 28 années d'ancienneté. Cette mesure est l'une des plus décriées du projet de loi. Un changement de taille aussi, c'est la fusion des instances représentatives. À la place des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une nouvelle instance, intitulée « Comité social et économique ». Une fois adoptées en Conseil des ministres, les ordonnances devraient être publiées une semaine plus tard au journal officiel. Elles entreraient en vigueur aussitôt. Dernière étape, au Parlement. Si les ordonnances sont validées par les députés, elles auront alors valeur de loi. Tout ce scénario a de grandes chances de se réaliser. Une bonne nouvelle pour le président de la République. Emmanuel Macron l'a indiqué, une fois la loi passée, il ne souhaitera pas revenir sur le sujet. Salut Manu. Salut, comment tu vas Nadine? Super. Bon, c'est pas une révolution. Non. Non, enfin, c'est pas une révolution. C'est-à-dire qu'il me semble que la réforme du Code du travail, elle est aussi libérale que la société française peut l'être. C'est-à-dire qu'une vraie réforme libérale et une vraie flexibilité, ça aurait été dire on en termine avec les 35 heures. Donc il n'y a pas de durée minimale du travail, il n'y a que la durée, bien entendu, légale européenne, 48 heures. Ensuite, on aurait dit le SMIC, un SMIC pour toute la France, ça ne va pas. Il faut des SMIC régionaux. Et on en aurait terminé pratiquement avec le CDI. Donc là, il commence un peu avec le contrat de projet. Donc, les 35 heures, c'est dans le Code du travail? C'est inscrit dans le Code du travail? La durée minimum du travail, elle est... Non, c'est une loi, je ne pense pas que ce soit dans le Code du travail. Voilà, j'ai bien ce que je pensais. Mais la flexibilité, elle aurait pu aller jusque-là. Oui. Il y a des tas de pays où il n'y a pas de durée minimale du travail. Donc pour moi, ce n'est pas une révolution, ce n'est pas non plus la casse du... Mais je trouve qu'il y a quand même un changement de perspective qui est intéressant, parce que jusqu'à maintenant, les syndicats et la CGT notamment défendaient surtout les droits des insiders, c'est-à-dire des gens qui avaient un job. Et ne s'occupaient pas beaucoup des gens qui étaient hors du marché du travail. Là, comme on fait quand même, on diminue les droits des gens qui sont à l'intérieur, puisqu'on facilite les licenciements, on met plus de flexibilité, dans l'espoir de donner plus de chance à ceux qui entrent sur le marché du travail. Donc ça, c'est un changement de perspective intéressant. C'est pour ça que la CGT est la plus concernée, qui défend les avantages acquis à mort, est évidemment dans la rue. Mais je pense que non, c'est pas une révolution. Je le précise tout de suite, notamment avec le dernier reportage, on reviendra au cœur, je dirais, des
des rapports de force syndicaux en ce moment, notamment avec la situation de Force ouvrière. Moi, j'ai quand même besoin que vous évaluiez pour nos téléspectateurs la portée ou non de ce projet, de ces ordonnances. Guylaine Ottenemer. Nous, on a titré une révolution soft. Et on a une grande interview d'un spécialiste du droit du travail qu'on aime bien, qui s'appelle Pierre Cahuc, qui dit que ce n'est pas une révolution énorme parce que, notamment, on n'a pas laissé assez aux entreprises la possibilité de discuter d'un grand nombre de sujets et qu'on l'a laissé au niveau des branches. On y reviendra, c'était pour séduire Force ouvrière qui a demandé justement à ce qu'il y ait des concessions sur ce sujet. Mais moi, je pense que c'est une vraie révolution parce que c'est une révolution des mentalités. C'est-à-dire qu'on part vraiment des sujets. Oui. On part de est-ce que c'est vraiment embêtant de faire ça? Est-ce que ça... Et c'est comme ça qu'ils ont fait avec les syndicats. Et Muriel Pénicaud, elle connaît très bien ces sujets. Donc elle dit bon, si on met le comité d'hygiène là, si on fait ceci, est-ce que ça fait mal aux pieds? Et si je fais ça? Oui. Et je dis que dans un pays qui est très ankylosé comme la France l'est, c'est très bien, vous pouvez plus bouger votre bras. Alors on va dire ah, on le ferme, et puis il est cassé. Et à un moment, il faut quand même petit à petit le rééduquer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est un travail minimaliste. Mais c'est une révolution. C'est-à-dire que c'est plus juste des grandes phrases. On fait les 35 heures, on fait la retraite à 60 ans, on supprime les IR, je sais pas quoi. Vous savez, on était toujours dans l'inflation verbale. Vous allez voir nos muses, que ce soit d'ailleurs Sarkozy, que ce soit d'ailleurs la gauche. C'est toujours nous, on a la mesure miracle. Et là, c'est pas une mesure miracle. Et il ne va pas y avoir de miracle avec cette réforme. Ça va pas créer à elle seule des emplois. Mais c'est remettre un tout petit peu de souplesse là où il y avait une immense rigidité par des petits pas. Et ça, c'est une révolution dans la façon de faire la politique. Quand on dit Nicolas Sarkozy en rêvait, Emmanuel Macron l'a fait, c'est juste ou pas? Oui, sur un certain nombre de sujets. Et sur la façon de faire, ça n'a rien à voir avec Nicolas Sarkozy. Je crois qu'on pourrait même dire que François Hollande, lui aussi, en rêvait et que Emmanuel Macron l'a fait, à tel point que c'est vrai, c'est une révolution soft ou un assouplissement, un desserrement de la contrainte, une étape de plus. Je rappelle que la précédente loi El Khomri, c'était... alors, c'était pas grand-chose, mais c'était déjà une première pierre posée dans cette direction. Je rappelle que toutes les dispositions qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire aussi bien la primauté la remise en cause de la primauté de l'accord de branche, les indemnités prud'homales, la prise en compte du périmètre mondial ou français pour les licenciements, tout ça, c'était des dispositions qui devaient être dans une loi Macron 2, il faut le rappeler, sous le précédent quinquennat, et qui avaient été réinstillées dans la loi El Khomri et finalement abandonnées devant la grogne sociale et l'opposition syndicale. Donc c'est une étape de plus. Effectivement, il ne va pas au bout des choses, notamment, comme l'a dit Guylaine, pour ne pas se fâcher avec FO, mais c'est un vrai assouplissement. Et la méthode politique, je crois que c'est très important. Ni Sarkozy ni Hollande n'ont réussi. D'abord parce que Hollande, lui, il était en fin de mandat, il était quand même assez décrédibilisé. Et puis ils l'ont dit avant. Ils l'ont dit, ils l'avaient annoncé. Le fond et la méthode des ordonnances. Et puis les syndicats ont été traités. Alors certes, il y a eu beaucoup de mise en scène. On a beaucoup fait de mousse sur le fait qu'il y a eu, je ne sais plus combien de dizaines de rencontres entre tel ou tel spécialiste syndical et aussi les patrons des centrales à l'Élysée. Mais en tout cas, dans la forme, les organisations syndicales, et même Martinez le disait au début du processus, ont été plutôt respectées. Et ça, je pense que le fait d'aller vite et de traiter les syndicats, ça a permis de plier le match. On réexplique en 3 mots le mode d'emploi des ordonnances, comment ça se passe. Alors en Conseil des ministres, on signe et après ça vit comment cette histoire-là? Alors d'abord, il y a une loi d'habilitation qui doit être votée par le Parlement. Ensuite, les ordonnances... Pardonnez-moi, si la droite française est logique, elle est censée la voter. Alors, la droite française est logique. Non, mais par rapport à ce que furent ses engagements. Bah, bien sûr, bien évidemment. Mais après, il y a même une partie du Parti socialiste. Appelle à voter pour. Absolument, Xavier Bertrand appelle à voter pour. Mais après, trouver des motifs pour s'abstenir ou pas? Oui, bien sûr, il y a des arrière-pensées politiciennes, cyniques, tactiques, qui font qu'une partie des députés de droite qui signeraient pourtant les yeux fermés cette loi s'il avait été mis en œuvre par François Fillon, eh bien, s'y opposeront. Éric Woerth nous a dit en tout cas qu'il le ferait à cette place. Oui, Éric Woerth, Xavier Bertrand. Donc, si ce type de ténor se positionne pour, ça va être compliqué. Ciotti, bon, voilà. Éric Ciotti qui soutient Laurent Wauquiez et on n'imagine pas cette frange des Républicains effectivement se ranger derrière Macron. Guylaine Ottenemer. Non, mais la droite va le voter? Oui. Mais je pense qu'ils sont très embêtés, parce que les constructifs, ça, c'est sûr, ils vont voter. Et la droite traditionnelle, elle est extrêmement divisée, parce que, effectivement, c'est dans la direction exacte de ce qu'ils préconisaient. Alors après, comme le dit très bien dans les interviews Éric Woerth, il faut aller plus loin sur un certain nombre de choses, ce qu'a dit Irène tout à l'heure sur les 35 heures, sur un certain nombre de choses. Mais ça n'empêche, c'est un pas vers cette libéralisation. Et puis, il y a quelque chose qui est très net là avec Macron et qui est un peu différent avec Hollande, c'est qu'il assume son côté pro-business.
On sentait que François Hollande, c'est bon, on est bien obligé de le faire parce que c'est vrai, c'est eux qui créent des emplois. C'est vrai que de ce point de vue, il est totalement décomplexé. Il fallait un peu quand même faire semblant que, voilà. Tandis que là, il est très décomplexé et vraiment, il a compris que oui, on va les aider, les entrepreneurs. Et surtout les PME. Et là aussi, il y a une prise en compte de ce que c'est qu'une PME, alors que très souvent, dans les grandes négociations, on prenait en compte surtout ce que voulaient les grandes entreprises. On dit que le patronat est ravi. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que les PME sont satisfaites? Oui, le patronat est ravi et à juste titre, parce que moi je trouve dommage quand même que dans cette modification, on n'ait pas instauré un mécanisme qui existe aux États-Unis depuis les années 30 et dans les pays nordiques, qui est un bonus-malus, si vous voulez, pour demander, peut-être qu'il y aurait eu un peu moins de contestation, un bonus-malus demandé aux entreprises, c'est-à-dire que quand elles licencient beaucoup, comme ça coûte beaucoup finalement en assurance chômage, eh bien on leur fait payer on augmente leur cotisation sociale et quand elles licencient peu, on diminue leur cotisation sociale. Alors ça c'est recommandé notamment. C'est pas mal ça. Ben oui, c'était recommandé par Jean Tirole qu'on écoute très peu quand même. On est dans un pays où les prix Nobel d'économie, on n'en a pas beaucoup, on en a que 2 mais personne ne les écoute. Bon, c'est très bien. Ça dit peut-être quelque chose du pays. Hein. Oui, voilà. je le crains. Et donc franchement ça, on aurait pu, peut-être que évidemment Gattaz n'était pas pour, mais on aurait pu ça me semblait quand même Juste, non. Voilà. Alors, et que les PME soient contentes, oui. Alors, il y a quelque chose, l'enfer est quand même dans les détails, parce que tout ce qui est revenu aux branches, on est dans un pays par rapport à l'OCDE, si vous voulez, où systématiquement un accord signé par la branche, c'est-à-dire entre les partenaires sociaux, est étendu à toutes les entreprises, y compris celles qui n'adhèrent pas. Et alors, en France, vous avez 100% en gros des entreprises qui sont couvertes. En Allemagne, c'est 54%. Donc c'est une différence colossale, parce que ça veut dire qu'en Allemagne, une boîte qui démarre et qui ne veut pas suivre l'accord, elle peut... Donc, et ça, au cabinet de Pénicaud, on vous explique qu'on sera très regardant sur les possibilités d'extension de l'accord de branche. Donc l'enfer est dans les détails. Vous suivez ça depuis des semaines, pour ne pas dire depuis des mois. Pensez-vous que ça peut avoir un effet positif, tout simplement, sur l'emploi? Parce que je rappelle que c'est quand même le propos. Parce que toutes les études économiques sont quand même formelles là-dessus, c'est-à-dire que quand vous faites un accroissement de la flexibilité, si vous partiez d'un marché du travail assez rigide, ce qui est notre cas, dans un premier temps, ça augmente le chômage. Parce ça sert d'abord à faire virer des gens, disons les choses simplement. Oui, il y avait un chômage, l'OCDE, tout le monde, il y avait du chômage déguisé, donc les entreprises. Alors après normalement, c'est la fameuse courbe en J, qui a eu lieu, c'est Thatcher et Schroeder, c'est ça qui s'est passé. En J. Et après... ça remonte, sauf que nous, je crains que ça ne remonte pas beaucoup parce qu'on a un plafond de verre qui limite notre croissance et je crains que ça ne crée pas beaucoup d'emplois au total. Il y a un pari ? Ça va être très difficile d'avoir des chiffres parce qu'on a quand même beaucoup d'autres chiffres qui polluent ces chiffres-là, notamment la fin des contrats aidés. Donc on va avoir aussi des chômeurs avec la fin des contrats aidés. Est-ce que ça sera mis sur le compte d'eux ? Vous voyez, c'est compliqué. Oui, on ne peut pas dire que cette équipe gouvernementale soit mauvaise en communication. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça sera difficile. Il n'y a pas un solde net. Deuxièmement, dans toutes les économies où on a fait cette flexibilité, on a aussi augmenté la formation. On a aussi augmenté le niveau de qualification des Français. Je veux dire, c'est vrai que quand on met tout sur la table, en même temps, il va falloir plusieurs années pour changer un peu l'esprit. Et voilà, par exemple, on sait très bien qu'on manque d'ingénieurs, on manque de codeurs. Bon, il va falloir investir beaucoup là-dedans. Et il y a de l'argent de la formation et dilapidé une partie. Donc c'est tout ça qui va aussi booster notre économie. C'est la première pierre. Un tout dernier mot et on découvre le dernier reportage. Oui, c'est vrai que c'est la première pierre. Le problème, c'est que par rapport à votre question précédente, elle penche fortement, très fortement du côté du patronat, et en particulier du côté des PME. Alors, c'est vrai que ça s'est vendu comme un ensemble global, la fameuse installation de la sacro-sainte flexi-sécurité, mais simplement, pour l'instant, on n'est qu'à la flexibilité, on ne voit pas la sécurité. Pénicaud dit que sur la formation, il faudra que le MEDEF s'engage un peu. Voilà, c'est ce qui est présenté par le gouvernement, ça viendra sur la formation professionnelle, l'assurance chômage et bien sûr les retraites, mais pour l'instant, ça reste à voir et c'est peut-être là que la mobilisation justement politique de l'opposition syndicale va se mettre en place. Vous m'avez répondu par les éventuels résultats. Ça prend effet quand ? Dès que c'est adopté en Conseil des ministres, avant même la ratification par les députés. Après, il y a les décrets.
Et ça a force de loi à partir du moment où c'est voté par les députés. Si c'est adopté à la majorité à l'Assemblée. Donc ça vient très vite. Ça vient très vite. Et maintenant, la situation bien particulière de Force ouvrière, ou plutôt de son secrétaire général. Jean-Claude Mailly n'a pas appelé aux manifestations. Il affirme d'ailleurs que les ordonnances, ce n'est pas la case du Code du travail. Visiblement, une bonne partie de sa base pense le contraire. Julie Patin, Océane Le Rouge. Il y a des grognards fidèles et des grognons râleurs. Bon, il y en a qui font partie toujours des grognons râleurs, c'est leur droit d'exister. Les grognons râleurs, ces militants de Force ouvrière qui ne digèrent pas les positions de leur patron. Jean-Claude Mailly, lui, assume, il a choisi la voie de la négociation avec le gouvernement. Il va y avoir des décrets, on va continuer à se battre sur les décrets, mais heureusement que nous avons fait notre travail syndical, sinon depuis le mois d'août, les ordonnances auraient été publiées et tout le monde pleurerait aujourd'hui. Droit dans ses bottes de syndicaliste désormais réformateur, il n'a pas appelé à manifester aujourd'hui. Pourtant, dans le cortège parisien, aux côtés de la CGT, veste et brassard à l'effigie de Force ouvrière. Et ici, certains s'amusent de voir leur syndicat pactiser avec le gouvernement. En tant que syndicaliste, on est habitué à manger avec le diable. Et Mailly, comme moi, il a une grande fourchette. Pour d'autres, c'est un positionnement logique. Vous savez, à FO, on a de tout, hein. Ça va de la droite aux trotskistes, aux anarchistes. Donc tout ce petit monde-là, il faut savoir par quoi le réunir. C'est pas être secrétaire général de confédération comme Jean-Claude Mailly, c'est pas un rôle si simple que ça, il ne faut pas rêver non plus. Donc voilà, chacun a des idées, il les défend, c'est notre liberté syndicale à nous. Mais du côté des militants de base, le ton est moins amusé, voire carrément amer. Je comprends pas pourquoi dans ces cas-là on a intervenu comme ça sur la loi El Khomri, qui était une loi puissance 10. Et aujourd'hui on se retrouve devant une loi Macron qui est carrément une loi qui ne passe pas devant les députés ni rien du tout. Et moi-même j'arrive pas à comprendre la position de Mailly. Voilà, moi je suis FO et je reste FO et je reste par contre un citoyen français, un salarié. Et je ne veux pas être victime de tout ça en fait. La centrale se serait-elle coupée de sa base? Le mot revient en tout cas souvent dans la bouche des militants. Nous on est là, la base est là. Voilà. Non, la base n'est pas là, monsieur le secrétaire général n'est pas là. La base c'est les militants, c'est les salariés, etc. Ils sont là. Après, par rapport à l'attitude de la Confédération ou du secrétaire général, moi j'ai pas de commentaires spécifiques à faire. À la base du syndicat, un certain sentiment de trahison. Les militants voudraient voir de l'unité dans la contestation. À la tête de la centrale, c'est un autre calcul qui semble avoir été fait. Faire revenir Force ouvrière dans le giron des négociateurs ou des organisations réformistes, puisque ce n'est pas une négociation, a été un bon calcul. Et ça permet à Force ouvrière de bien se prépositionner pour les futures réformes à venir, auxquelles elle est très attachée, et le mouvement syndical aussi, c'est-à-dire la formation professionnelle, l'apprentissage, l'assurance chômage et les retraites. Une stratégie qui paiera ou non pour le successeur de Jean-Claude Mailly. En avril prochain, il raccrochera les gants après 14 ans à la tête du syndicat. Son probable successeur, Pascal Pavageot, est réputé défendre une ligne plus contestataire. Alors, c'est très intéressant tout ça parce qu'on se rend compte qu'il y a des enjeux aussi syndicaux, de rapports de force. Force ouvrière, c'est vrai, est une centrale syndicale particulière où on trouve de tout, comme le rappelait ce monsieur qu'on entendait dans le reportage. Qu'est-ce qui s'est joué avec cette évolution de Jean-Claude Mailly ? Il s'est joué, je crois quand même qu'il a été très échaudé par ce qui s'était passé dans les manifestations contre la loi El Khomri, puisqu'il a vu que finalement il avait été, puisqu'il n'était pas considéré par François Hollande, qui ne jurait que par la CFDT, donc il s'était rapproché de la CGT et ça a été quand même un échec, puisqu'elle a fini par passer, donc il a été très, très échaudé par ça, et donc là il s'est dit qu'il avait tout à gagner, effectivement, à être plus constructif. Je crois qu'il a eu effectivement donc il dit qu'il connaît très bien Emmanuel Macron, qu'il le tutoie, tout ça, donc ça a été plus facile. Et je pense qu'il a effectivement eu un rôle important à jouer, ce qu'on disait tout à l'heure, pour laisser aux branches. Il y avait 6 sujets au départ qui devaient être laissés aux branches. Là, il y en a 12. Alors, il risque de... Beaucoup d'unions départementales sont allées manifester aujourd'hui. Notamment parce qu'il s'en va en avril. Parce qu'il ne s'en irait pas en avril, il aurait été un peu plus le doigt sous la couture du pantalon. Donc là, j'ai entendu des réflexions disant, bon, d'accord, il s'en va, alors maintenant,
maintenant on fait ce qu'on veut. Donc il y a ça, et il s'est effectivement un peu coupé de sa base. Mais je pense, comme disait Bernard Vivier, il a eu raison de se positionner, parce qu'après il y a des réformes très lourdes. Et il a dit que sur l'assurance chômage et sur les régimes spéciaux, là c'était une ligne rouge, et donc on tiendra compte de son avis, je pense. Oui, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il a posé aussi des jalons pour la suite. Et l'attitude du syndicat, qui s'est rapproché plutôt des syndicats réformistes sur ce dossier, et qui, et à l'évidence, sur la formation professionnelle, ne sera pas du tout dans le même mood, dans la même humeur. Ça ne va pas améliorer l'unité syndicale, tout ça. Ah bah, évidemment non, mais de toute façon, toutes ces affaires se jouent d'abord sur les rapports de force politiques, entre syndicats, et puis après, à l'intérieur des syndicats, entre différentes fédérations, entre différents secteurs d'activité. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il a été traité, Jean-Claude Mailly, comme ça a été dit, seul Berger avait été traité, seule la CFDT avait été traitée lors du précédent quinquennat pour la précédente loi El Khomri. Et là, c'est l'ensemble des syndicats qui ont été traités, et en particulier Mailly, qui a eu des tête-à-tête nombreux avec le président de la République. C'est vrai qu'il le connaît, et il a été, je dirais, placé sur un pied d'égalité avec Berger, ce qui n'a pas été le cas de M. Martinez. On l'a clairement mis au centre du jeu. Absolument. Clairement mis au centre du jeu pour pas faire bis repetita. À chaque fois qu'on fait une réforme, on prend la CFDT, elle en prend plein la gueule, et voilà. Et à chaque FO fois, et CGT appellent à la... Et c'est vrai que la dernière fois... Justement, Emmanuel Macron n'est pas Didier Deschamps. Ce que je veux dire, c'est là, vous êtes en train de me dire, c'est formidable, ils l'ont mis au milieu du jeu. Bien sûr. Non, mais comme s'il les déplaçait comme des... oui, c'est un jeu stratégique. Voilà, il a lu Machiavel, enfin, il sait ce que c'est que de traiter des gens. Et en plus, bon, il a en face de lui quelqu'un qui est à la tête d'un syndicat qui, historiquement, est quand même plutôt réformateur. Il a cédé un peu à l'orgueil. C'est toujours agréable d'être au centre du jeu. Il a aussi un peu cédé à ses convictions, c'est-à-dire que je crois que les dirigeants de syndicats ont quand même vu qu'on est passé pas loin d'une catastrophe qui s'appelait un deuxième tour avec Marine Le Pen, Mélenchon. C'est-à-dire que quand même, ils ont beau défiler avec des chiffons rouges, ils savent très bien quand même que là, on jouait des choses un peu dangereuses. Hein. Souvenez-vous, les syndicats en mai 68, c'est pas ceux qui foutent tous à la poubelle. Il sait très bien ce qu'on perd. Donc voilà, et il a eu envie en plus, parce que je crois que derrière, il y a des dossiers qui l'intéressent avant sa sortie, bien sûr. Et là, en ce moment, effectivement, c'est un peu la panique à bord à FO, parce que la base, il y a un certain nombre de centrales qui ne sont pas du tout contents. Et lui, il fait un peu un chantage à la démission en disant si vous n'êtes pas content, je démissionne. Vous êtes obligé de faire un congrès pour élire mon successeur, et puis il n'y aura personne pour négocier les retraites, la formation professionnelle, et FO n'existera Donc là, plus. vous nous dites qu'Emmanuel Macron l'a bien joué, mais alors qui boude le plus, Laurent Berger ou Philippe Martinez dans cette affaire? De façon différente. De façon différente. On a vu que Laurent Berger avait été dans une position un petit peu ambiguë, à la fois peu amène sur le texte, sur le contenu des ordonnances, mais en même temps les accompagnant et ne manifestons pas contre. Donc on voit qu'il n'est pas très content, mais qu'il ravale visiblement son amertume. Bon, Martinez, il est tout à fait dans son rôle. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de déception. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, du point de vue de Mailly, et comme le disaient d'ailleurs les syndicalistes interrogés dans votre reportage, comment expliquer qu'on se soit mobilisé à fond, effectivement, quitte à se faire un peu voler la vedette par la CGT sur un texte qui, sur le fond et la méthode, allait bien en deçà du texte actuel, du texte Pénicaud. Je retiens de ce que vous me dites ce soir que c'est peut-être important, mais que c'est moins une révolution qu'on ne le dit parfois. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que maintenant, on a rendez-vous sur le quai de la gare, notamment avec le régime des retraites? C'est l'image que j'utilisais tout à l'heure, et qu'on va rentrer peut-être, alors là, pour le coup, dans des conflits qui seront plus importants. Ah oui, là les retraites et les régimes spéciaux, il l'a dit aussi, Emmanuel Macron, pendant sa campagne, mais ce qui est sorti, qu'il conditionnerait la réforme des régimes spéciaux à l'apurement de la dette de la SNCF de 44 milliards d'euros. L'assurance chômage? L'assurance chômage, où il dit non, mais maintenant, je ne vais pas nationaliser, je vais faire du tripartisme. Mais enfin, le tripartisme, c'est un jeu qui se joue à 3, et à la fin, c'est l'État qui gagne. Hein. Ça, c'est un grand classique. Ça s'est vu avec la sécurité sociale, on voit ce que ça a donné. Alors que les régimes complémentaires qui sont gérés par les syndicats ne marchent pas si mal. Donc là, l'assurance chômage, ça va être quand même très, très chaud, je pense. Merci à tous. Rediffusion de notre débat à 22h, comme chaque soir sur CNews. L'info du vrai continue. Dans 20h, l'événement. Après Irma, Macron, 6 jours après le passage de l'ouragan, l'arrivée du président de la République dans les Antilles françaises. À ceux qui critiquent l'action du gouvernement, Emmanuel Macron répond « Restez digne » en promettant que Saint-Martin renaîtra. Dans un instant, nous parlons cinéma avec le dernier film d'André Téchiné, Les Années folles, raconte l'histoire vraie de Paul Grapp. Ce déserteur du premier conflit mondial s'est transformé en femme pour échapper à la guerre. Avec nous, les deux acteurs principaux du film, Céline Salette et Pierre Deladonchamp. Et puis nous serons aussi avec Alex Lutz, qui lui se transforme
transforme tous les soirs en Catherine pour notre plus grand plaisir dans Catherine et Liliane sur Canal+. On se retrouve tout de suite après une très très courte bande-annonce.